À tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, le numéro du jour vous conduit en milieu universitaire. Affaires, plagiat et fausses codirections révélées en territoire béninois, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, toujours sous les feux de la rampe. Mafia, sanctions, diffamation, poursuites, ce sont, dit-on, les maîtres mots qui gouvernent depuis peu le quotidien des membres du prestigieux Conseil, au point de jeter du discrédit sur le corps enseignant au niveau du supérieur. Des enseignants dans le viseur de l'institution Ouaga en compte désormais. Après Cotonou, Lomé et Abidjan, un nettoyage systématique de l'écurie en croit certains. Pur règlement de compte s'offusque d'autres. Quoi qu'il en soit, mesdames, messieurs, le CAMES, plus que jamais, vit un véritable malaise, un moment exceptionnel d'épreuve. Mais de quoi s'agit-il exactement? Et quelle crédibilité encore pour le CAMES? Deux préoccupations majeures au cœur de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Et ce sera autour du thème frasque au sein du CAMES, d'échéances programmées aux crises de maturité. À nos côtés, pour l'instant, débat deux enseignants d'université déjà présents en notre compagnie. Et ils ne sont pas vraiment à présenter. Banabé Bago, avocat, ancien douanier de la FADES, il a accepté de nous accompagner pour cet instant éclairage. Ce sera donc un décryptage. Georges Banabé Bago, bonjour. Bonjour, monsieur Joël Yetondi, et bonjour, chers téléspectateurs du Bénin d'ailleurs. Merci d'être à nos côtés ce matin. En face de lui, un autre nom qui a beaucoup circulé au cœur de cette polémique, l'homme à la plume acerbe qui aura mis, dit-on, le doigt dans la plaie, là où ça fait mal. Prudent Victor Topanou, c'est son nom. Professeur des sciences politiques. Il est précédemment garde des Sceaux, une fierté béninoise continentale, disent donc. Prudent Victor Topanou, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Sachez-le, le plaisir est partagé. Éclairage, on en a besoin. Précision, on en a besoin. De Cotonou, il soufflait comme un air de puanteur sur le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, des enseignants épinglés, dit-on, pour plagiat et fausse codirection. Mais trop tôt, les faits auraient mis à l'index d'autres capitales, pas des moindres, Lomé, Abidjan. Mais en fin de semaine, le monde universitaire surprise de voir le phénomène étendre ses tentacules vers Ouaga, le Burkina Faso. Que se passe-t-il de la pourriture grandeur nature au niveau du haut lieu de savoir? Victor Topanou, que se passe-t-il? C'est la question que plus d'un se pose et je vous la pose ce matin. Écoutez, je pense que il y a peut-être un peu d'excès de langage dans votre présentation. Je rapporte juste ce qu'on a entendu jusque-là, à vous de nous apporter les clarifications. Oui, je voudrais rassurer les téléspectateurs. Il n'y a aucun malaise. Ah, pas de malaise. Aucun malaise au CAMES. Intéressant à savoir. Aucun malaise au CAMES. Il faut prendre la phrase dans son intégralité. Ce qui se passe, c'est tout simplement historique. Historique pour deux raisons. La première raison, c'est que jamais on n'avait autant sanctionné des enseignants. Jamais. C'est pas le CAMES qui a mal. Le CAMES sanctionne ce qu'on pourrait appeler, langage populaire, des brebis galeuses. Mais c'est historique, surtout, à cause de la nature des sanctions. Et surtout, les auteurs des sanctions. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que, conformément à l'article 31 du Code d'éthique et de déontologie du CAMES, seul le Conseil des ministres est habilité à sanctionner. Seul, je dis bien seul, le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est l'instance politique. Et vous savez que par le passé, les politiques africains n'ont pas eu beaucoup de motifs d'être félicités. On les a toujours accusés de mauvaise gouvernance, de mauvais démocrates, de détourneurs, de corrompus, etc. Mais ce qui se joue là pour la première fois, c'est que malgré tous les mauvais noms qu'on a pu leur coller, ils ont pris les taureaux par les cornes. C'est des sanctions qui ont été, je dirais même, élevées à certains égards au niveau des présidents. N'oubliez pas que le CAMES, c'est 19 États membres. Que dans les sanctions en question, il y a eu le ministre des Affaires étrangères en fonction, pas ancien, pas futur, en fonction du Togo. Et vous imaginez très bien
que le ministre de l'Enseignement supérieur du Togo n'aurait jamais pu partir du Togo avec un visa de séjour de son président, le chef de l'État, pour aller sanctionner son ministre des Affaires étrangères et que le président n'ait pas été informé. On va... C'est important parce que pour moi, à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chefs d'État, les ministres de l'enseignement supérieur, qui sont à féliciter, ont pris conscience de ce que c'est que l'enseignement supérieur. Et que l'enseignement supérieur est probablement, pour ne pas tirer le drap un peu trop de notre côté, est au cœur du développement d'un pays, est au cœur de la stabilité d'un pays. Si les enseignants du supérieur sont de bonne qualité, les enseignants du secondaire qu'ils forment seront également de bonne qualité et eux-mêmes formant les enseignants du primaire seront également de bonne qualité. Autrement dit, l'enseignement supérieur est au cœur, sans parler de toutes les problématiques de recherche. Vous ne vous êtes pas trompé, rassurez-vous, cher professeur. Et donc, à partir de ce moment-là, que les politiques africains aient pris conscience de la place qu'occupe l'enseignement supérieur et aient choisi de, disons, frapper les brebis galeuses, certes, sur la base de plaintes introduites par certains de leurs collègues, mais qu'ils aient pris conscience au point de sanctionner. Je rappelle que, après tout, au CAMES, nous sommes des milliers d'enseignants, toutes disciplines confondues. À l'USC tout seul, je crois qu'on doit être autour de 800 000, sans compter ceux qui sont à Parakou. Et vous comptez ainsi toutes les universités de l'espace CAMES. Et donc, si dans les milliers d'enseignants, on n'en sanctionne que 5, 6, 7, ça ne vous autorise pas à parler de crise au CAMES. C'est un facteur mineur, c'est un phénomène vraiment marginal. Mais nous y reviendrons. Si on en parle, c'est parce que malheureusement, les victimes d'aujourd'hui, qui sont en réalité les bourreaux, se transforment en victimes. On ne peut pas partir du rôle de bourreau pour devenir victime. Parce que de quoi s'agit-il? On y revient, mais j'ai bien envie de poser la question au professeur Gbagbo. Ceux qui ne maîtrisent pas comment ça se passe au niveau de nos universités, et pour les apprenants, le CAMES est en crise. Le CAMES vit une période de malaise. Victor Topanou a essayé de spécifier, mais j'ai bien envie de vous écouter. Malaise au sein du CAMES, ce n'est pas ce dont il est question vraiment? Non, monsieur Joël Yetonji, je crois que le CAMES, n'est-ce pas, se doit de traverser, je dirais, ce tourbillon. C'est une sorte de tourbillon parce que j'avoue que j'ai siégé 4 ou 5 années lors de CTS, souvent dans les pays, au Ouagadougou, un peu partout, et j'avoue qu'il y a beaucoup d'injustices, il faut le dire, au sein des comités techniques spécialisés, les CTS. Moi, j'étais dans celui de droit et de sciences politiques. Et surtout, dans notre CTS, il y a eu beaucoup de problèmes. Votre comité technique et de sciences scientifiques, okay. de droit, de sciences juridiques et de sciences politiques. Alors là, il y a eu beaucoup de problèmes. Alors, le secrétaire général du CAMES, je crois qu'il n'est pas parti de rien. C'est parce qu'il y a eu d'abord des plaintes et également lui-même voyait les résultats donnés par le CTS, le comité technique scientifique, droit, enfin, sciences juridiques et sciences politiques, et il a compris que quelque chose se passait là. D'abord, lors des préparations des concours d'agrégation, par exemple, il y a eu beaucoup de mépris que les collègues enseignants ont observé, surtout lorsque la préparation se passait au Togo et au Bénin. Parce que le Togo et le Bénin se sont mis ensemble pour les préparations des concours d'agrégation. Et chaque fois, il y avait des plaintes, surtout pour le Togo et le Bénin. Alors, moi, étant là... Des plaintes de quel genre? Des plaintes de professeurs, des collègues sénégalais, maliens et autres, qui venaient aussi se préparer au concours d'agrégation. Et chaque fois, le Togo et le Bénin... Les Togolais et les Béninois se comportaient mal. Enfin, certains professeurs, pas tous les professeurs, qui étaient chargés d'encadrer ces concours-là, ces préparations au concours, beaucoup de problèmes. Alors, les résultats également, lorsque les résultats sont proclamés, on voyait que le CTS, les sciences juridiques et sciences politiques, n'est-ce pas, il y a eu des problèmes. Il y a très peu. Par exemple, au niveau, vous savez, les enseignants du supérieur, nous passons des grades.
Nous commençons d'abord avec le doctorat. On est d'abord assistant. Ensuite, on devient maître assistant. Il faut passer, c'est des grades. Il faut publier, faire des publications. Et c'est lors de cette CTS-là qu'on juge. Il y a des rapporteurs qui lisent et qui font un rapport sur nos activités, surtout les publications d'articles, les rapports pédagogiques, etc. Et donc, ce qui se passe surtout, c'est que à ce niveau-là, le CTS droit et sciences politiques a toujours des problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, j'ai siégé, je vous assure que les jeunes justices, c'est par dizaines qu'il y en avait. Et si c'est si très que il y en a en quantité, alors, si vous veux spécifier quelques cas de justice. Voilà, je parle du cas du Togo, par exemple, et du Bénin. Alors, certains rapporteurs togolais, disons, n'étaient pas sérieux. Alors, je prends un exemple, je vous veux des exemples, sans citer des noms, effectivement. Alors, il y a un rapporteur, par exemple, qui devait déposer son rapport, sans le jeu de mots, il devait déposer son rapport sur un professeur béninois, un Togolais. Alors, qu'est-ce qu'il met? Il met avis défavorable. Pourquoi? Parce que ce professeur béninois ne faisait pas la distinction entre Yadema et... Comment il s'appelle le fils? Yadema et Yassingbe. Et voilà. Et donc, c'est pour ça, moi qui vous parle déjà, en le disant, j'ai du mal, n'est-ce pas, à faire cette distinction-là. Alors, le professeur béninois n'avait pas fait la distinction dans son article entre Yassingbe et Yadema. Et donc, du coup, il a dû employer le nom du père pour le fils, etc. Et ça suffisait pour mettre avis défavorable. Alors, heureusement que, je crois, j'étais pour le Bénin. Alors, je dis, mais c'est pas possible que ce rapport puisse se baser sur un petit point comme ça pour donner son avis défavorable. Alors, il fallait lire la thèse du professeur béninois. Il fallait lire ses articles avant de donner son avis. Alors, manifestement, ce monsieur n'avait pas lu les articles. Il sait que c'est tel, il est béninois, avis défavorable. Alors, vous voyez, il y a plein de cas comme ça. Alors, par exemple, les Togolais, il faut le dire, lorsque vous êtes du Nord Togo, par exemple, vous avez du mal à être accepté par, justement, ces professeurs du Sud Togo qui, systématiquement, mettaient avis défavorable. Nous avons un cas au Bénin, j'essaie de ne pas appeler le nom, où ce professeur, ce collègue, avait eu Maya partie avec quelques professeurs togolais dans sa soutenance, dans son jeu de soutenance. Pourtant, les professeurs béninois disaient que le travail était bon et les Togolais disaient que c'était pas bon. Et ça, fallait ça pour que pendant au moins 6 ans, n'est-ce pas, lorsqu'il envoie ce dossier au CTS, au CAMES, systématiquement c'était rejeté. Sérieux? Alors, sérieusement, rejeté. Il y a même eu une année... Pendant 6 ans? Il y a eu 2 rapports favorables. C'était ça au CAMES. Quand vous avez 2 rapports favorables, puisqu'il y a 2 rapporteurs, ça fait 100%. Votre avis, si les 2 avis sont favorables, c'est que vous êtes inscrit sur la liste. Et lui, on ne l'a pas inscrit parce qu'il y a eu des problèmes avec certains professeurs togolais. Alors, vous voyez, ça, c'est même révoltant. C'est révoltant lorsque vous savez que 2 professeurs, 2 avis favorables, alors que dans le même temps, il y a un autre professeur qui a eu 2 avis négatifs, défavorables, et qu'on a inscrit. Alors, on se demande où sont les règles. Alors, je crois que le secrétaire général du CAMES a compris tout cela. Il était au courant de tout. Il y avait des requêtes, il y avait des recours. Et je crois qu'à un moment donné, il a dit ça suffit. Voulez-vous dire que tout ceci se passe sans mention du secrétaire général lui-même? Évidemment, puisque les CTS sont indépendants, les CTS sont libres, ils ont un bureau, il y a un jury, disons, et puis on décide au sein de chaque CTS ce qui va se passer. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ça dépend aussi du président du CTS. Nous avions un président auparavant qui était très juste. Enfin, il a montré pendant ces années-là qu'il était quelqu'un qu'il fallait suivre. Après lui, son remplaçant, j'étais les noms aussi, et le désordre a commencé. Alors, on ne jugeait plus les gens selon leur dossier, mais on les jugeait selon leur tête. Est-ce que vous avez été, je sais pas moi, discipliné par rapport à ceci ou cela, ou bien est-ce que vous n'êtes pas de telle région, vous n'êtes pas du Nord, vous n'êtes pas du Sud. Alors, c'est sur des critères pareils que les CTS, surtout notre CTS,
Je ne connais pas, je ne peux rien dire des autres CTS, mais notre CTS, sciences juridiques et sciences politiques, était devenu, je dirais, le bourreau des professeurs, le bourreau de nos collègues. Et c'est contre cela que le secrétaire général du CAMES, n'est-ce pas, s'est insurgé pour dire qu'il veut voir un peu plus clair dans cela. Alors, on peut pas vous dire tout ce qui se passe. Alors, le secrétaire général qui dit vouloir voir plus clair, et puis on en est arrivé à découvrir le poteau rose, pour s'en tenir au fait tel présenté. Mais Victor Topano, ça fait un peu paradoxal quand on suit votre vis-à-vis qui explique un cas quand même triste si c'est avéré, je veux bien croire au propos du professeur, 6 ans de rejet simplement parce que la tête ne plaît pas. Mais on a constaté que ce qui est apparu comme une bombe qui a éclaté, le détonateur a quitté Cotonou, le Bénin. Et les 2 principaux mises en cause dans le cas d'espèce sont relativement jeunes, peut-on dire. Mais on comprend à travers les propos du professeur Gbagbo que le fait est bien lointain. Certains ont conclu à des règlements de compte. Et on sait que vous êtes l'un des parrains des écrits qui semblent montrer ou doiter ce qui n'allait pas. Victor Topano, dites-nous, la main sur le cœur, que ce qui s'est joué n'est pas vraiment des problèmes de personnes. Écoutez, vous imaginez bien que ce ne sont pas des problèmes de personnes. Le professeur Gbagbo vient de vous le rappeler. Et si besoin en était, je remets l'accent là-dessus. Je persiste et je signe, il n'y a pas eu de crise au CAMES. Il a bien fait de rappeler que c'est dans le cadre d'un CTS, en particulier le CTS droit et sciences politiques. Donc, ce n'est qu'un CTS. Il y a le CTS sociologie, littérature africaine, les lettres anglaises, plein d'autres. Quasiment toutes les disciplines de l'université ont chacun leur CTS, ce qui leur permet d'avoir une uniformité de vue. C'est important à rappeler pour bien montrer que ce qui se passe n'est qu'un épiphénomène parce que c'est construit dans le cadre d'un des multiples CTS. À partir de ce moment-là, le professeur Gbagbo a bien fait de donner des détails, mais il faut juste donner l'idée générale pour que les gens comprennent bien. C'est que au CTS droit s'est instauré depuis quelques années à la faveur de ceux qui sont arrivés les premiers, du moins les plus récents, à la tête du CTS, une espèce de réseau de gens qui ont décidé que, quelle que soit la qualité de votre dossier, si nous décidons de faire de vous titulaire, nous allons le faire. Parce qu'ils ont l'appareil entre les mains. Si nous décidons... Vous interprétez sur les faits? Non, je n'interprète pas. Ah bon? C'est ça ce qui se passe. C'est des gens qui décident d'autorité, peu importe la qualité du travail abattu. Donc, les conséquences sont devenues énormes. Et moi, j'en vois 3. Pour après aller dans les détails. La première conséquence qu'il y a, c'est la conséquence intellectuelle. À force d'empêcher les meilleurs d'accéder au grade, on les décourage, y compris dans la production scientifique. Or, un professeur d'université, c'est quoi? Pour moi, c'est 2 choses. Premièrement, produire, puis transmettre le savoir. Et ensuite, éduquer. C'est ça. Vous avez à la tête du CTS, la plupart de ceux qui sont professeurs titulaires, ils y accèdent sans avoir quasiment rien publié. Donc, ne serait-ce que la production scientifique posait problème. Et l'exemple que je donne pour bien montrer la gravité de cette affaire, c'est que quand vous prenez un étudiant en droit dans l'espace CAMES qui s'inscrit en thèse en année T, et vous prenez son homologue en France qui s'inscrit dans la même année au même doctorat, quand ils finissent tous les deux de produire leur thèse, celui qui est le béninois ou l'Africain de l'espace CAMES, vous verrez qu'il aura utilisé près de 99% de références bibliographiques étrangères. Mais le français n'utilisera même pas 0,5% de références bibliographiques africaines. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent produire ne sont pas à la place qu'il faut. Ceux qui sont à la place de producteurs ne produisent pas. Et donc ça pose un vrai problème pour lequel le secrétaire général et par ailleurs les politiques ont pris conscience. Deuxième type de conséquences, ce sont les conséquences humaines. Le professeur Gbagbo n'a donné qu'un exemple ou quelques exemples. Mais la majorité silencieuse qui est maintenue dans un état d'humiliation, on vous dit, vous avez enseigné pendant 10, 15, 20 ans.
et on vous dit que vous ne pouvez pas changer de grade. Il y a des gens qui ont passé le concours 4 fois, 5 fois. Des gens qui ont tenté de s'inscrire 5 fois, 6 fois. Et chaque fois, à la fin, vous vous retrouvez avec une seule appréciation. On dit souvent insuffisance qualitative de travail. Point. Et dans cette affaire-là, on met tout ce qu'on ne peut pas expliquer. Et ce sont des souffrances humaines. Le professeur à qui vous dites tous les ans qu'il est incapable, alors qu'il enseigne, vous ne savez pas comment vous le déstructurez. Ils sont déstructurés. Moi, je connais des exemples de collègues à Parakou, je ne citerai pas le nom, dont la femme l'a quitté parce qu'elle a fini par avoir le sentiment qu'elle avait affaire à un mari incapable. Mais ça, c'est ça que les collègues vivent. Je connais à Abidjan des jeunes collègues afin que l'on rançonne, à qui on demande de payer 350 000 francs tous les mois pendant 2 ans pour pouvoir ensuite devenir maître assistant. C'est ça ce que j'appelle la majorité silencieuse. C'est des gens qui ont peur, ils n'ont plus d'autorité, ils n'ont plus de personnalité, parce qu'ils savent que quand le professeur en question arrive, alors même qu'il n'a rien produit de plus que lui, il est obligé de courir lui prendre son sac. Un père de famille, il doit aller lui prendre son sac. Et tout ça se passe essentiellement au niveau du CTS Du CTS droit. On ne parle que de ça. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas parler du CAMES en général. Pour l'instant, on ne parle que de ça. Et tout ça se passe à l'issue du secrétaire général. Peut-être que quelques courageux finissent par lui fuiter les informations. Sinon, en général, les gens ont peur. Ils se disent, si vous faites ça, vous n'allez jamais changer de grade. Et en conséquence, ils subissent. Mais je vous assure que dans ce CTS-là, il n'y a plus de personnalité. Il n'y a plus de personnalité. Tout le monde a peur. Et c'est ceux-là que j'appelle la majorité silencieuse, les victimes. Et c'est eux, ils n'ont pas écrit sur les réseaux sociaux depuis des années. Et ce n'est pas parce qu'on en aura sanctionné 4 ou 5 aujourd'hui, qui sont au cœur du système, qu'ils vont commencer par s'agiter. Non. 4 ou 5, dites-vous, Victor Tokpa. Et ça, c'était le deuxième type de conséquences. Après, il y a les conséquences politiques. Il y a les conséquences politiques. C'est des gens qui sont obligés de courir derrière le pouvoir politique pour assurer leur protection. Parce qu'ils savent aussi que seul le Conseil des ministres peut sanctionner. Et l'organe habilité à sanctionner. Seuls, ils le savent. C'est dans les tests article 31. En conséquence, ils se font amis des responsables politiques. Avant ma question que je voulais poser, je pose celle-ci. Vous venez de revenir sur un aspect. Vous dites seul. Le Conseil des ministres peut sanctionner. Oui. Alors, dans le cas d'espèce, vous l'avez dit un peu plus tôt, mais pour nos téléspectateurs, pour la gouverne du grand nombre, les décisions qui tombent et celles actuellement sur tapis, vous voulez dire, en tout cas au travers de votre exposé, n'émanent pas du secrétaire général. Mais non. Ça, c'est méconnaître le processus décisionnel de sanction au CAMES. Au CAMES, il y a 3 niveaux. D'abord, il faut que le secrétaire général soit saisi. Quand il est saisi, lui n'a qu'une obligation, c'est donner l'information à la commission d'éthique et de déontologie. C'est le premier niveau. Il y a une commission qui est formée de 5 professeurs de rang magistral, réputés pour leur intégrité, tout ce que vous voulez, parfois même tout jeunes retraités, mais qui pendant toute leur carrière ont fait la preuve de leur intégrité, etc. Ils sont au nombre de 5. Mais ce n'est pas tout. Ils se font assister par des observateurs, parmi lesquels il y a même des étrangers. Il y a des Français, parfois même des Américains. Bref, c'est vraiment une commission d'éthique et de déontologie. Et elle fait quoi, cette commission? Elle vous écoute. Elle établit les faits. Et la commission d'éthique, comme je dis, ne répond qu'à 2 questions. Premièrement, est-ce que les faits qui vous sont reprochés sont exacts? Et deuxièmement, est-ce qu'il est normal qu'en tant qu'enseignant, vous posiez de ces actes-là? Point. Quand eux, ils ont fait ça, qui se sont rendus compte, c'est un peu comme dans tous les secteurs, il y a une commission de déontologie, chez les avocats, il y a le conseil de l'ordre, chez les médecins, il y en a, chez les magistrats, il y a le CSM, etc. Donc, est-ce que les actes que vous avez posés sont dignes de la corporation à laquelle vous appartenez? Quand ils ont répondu non, elles ne sont pas dignes, ces actes-là ne sont pas dignes, à ce moment-là, elles proposent les sanctions qui sont prévues par le code d'éthique et de déontologie. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont proposé que ces sanctions sont automatiquement validées. Non. Il y a maintenant un deuxième niveau de filtre, ce qu'on appelle le comité des experts.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu l'équivalent, toute proportion gardée, du Conseil des ministres des Affaires étrangères qui prépare le sommet des chefs d'État à l'Union africaine, à la CEDEAO ou autre. Comme au CAMES, il n'y a pas de structure qui réunisse les chefs d'État qui ont délégué ce pouvoir à leur ministre des Enseignements supérieurs. Eux se font préparer leur dossier par un comité des experts. Donc le Conseil des ministres est toujours précédé d'un comité des experts dans lequel il y a les représentants de tous les ministres des États membres. Eux, maintenant, ils regardent les propositions de sanctions qui sont faites par la commission d'éthique et de déontologie. Ils peuvent dire à ce moment-là, non, c'est disproportionné, non, c'est infondé, donc tout rejeter en bloc, ou rejeter partiellement, ou tout valider. C'est les trois solutions qu'ils ont. Et maintenant, quand eux, ils ont fini leur travail, ils transmettent maintenant au Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres peut encore dire non, lorsqu'elle estime que le dossier tel qu'il a été ficelé, aussi bien par la commission d'éthique et de déontologie, puis ensuite par leur propre comité des experts, n'est pas bien ficelé. Ils disent non, ça, c'est très mal fait. Donc on rejette. Et donc, ce n'est qu'à ce moment-là que les sanctions sont prononcées. Avant, il n'y a pas de sanctions. Alors, pour les sanctions qui sont actuellement disponibles, toutes ces étapes ont été franchies. Oui, forcément. Respectées. Mais forcément. Vous imaginez qu'il en soit autrement. La preuve, si vos souvenirs sont bons, c'est à la sortie du Conseil des ministres que les sanctions ont été annoncées. Tout à fait, à la sortie du Conseil des ministres, surprise pour plus d'un au Bénin. Deux grands noms de milieux universitaires béninois ont été cités, directeurs à des niveaux donnés, conseillers à un autre niveau. Banabé Bago, tout un peuple avait le souffle coupé quand cette affaire avait éclaté, d'autant que ce qui est distillé dans l'opinion publique, c'est des questions de plagiat et de fausse codirection. Pour ces figures de l'université béninoise, honneur en principe pour le pays, tout un pays qui se voit soudainement à genoux. Tonton Panon vient de dire que toutes ces étapes ont été franchies. En son temps, on s'est approché des conseillers qui avaient dit n'avoir pas eu une notification de quelques sanctions. Finalement, c'est fait. Mais ce qui nous est parvenu par la suite, pour une situation aussi dommageable, les intéressés devraient être écoutés. Mais on a eu 10 qui n'ont pas été écoutés, Georges Banabé Bago. On nous a vu dans d'autres postures pour d'autres dossiers, des avocats qui n'ont pas eu des dossiers, on leur a demandé de plaider pour leurs clients, on n'a pas pu écouter les concernés, on vous a dit, vous offusquez. Et quelle réaction est la vôtre par rapport à une situation comme celle-là? Oui, merci beaucoup pour cette question. Vous savez, le professeur Topal vous avez dit tout à l'heure, il vous a décrit dans les détails la procédure, tout le monde a compris, j'espère, maintenant tout le monde a compris que ce n'est pas des sanctions en l'air. Il y a un comité d'éthique et de déontologie qui a fait le travail, qui l'a soumis à un comité d'experts, etc. Alors, votre question, c'est de savoir s'ils ont été écoutés. Tout à fait. Et nous avons été, même nous autres, nous avons été conviés à Ouagadougou, devant le comité d'éthique et de déontologie, et en tant que professeur, en tant que témoin. Ceux-là même dont il s'agit ont également été invités. Je ne l'ai pas convoqué. Ils ont été invités à Ouagadougou. On leur a envoyé des billets d'avion. Ils sont allés à Ouagadougou. On leur a pris des chambres d'hôtel. Ils sont restés là-bas autant de jours que nous autres aussi. Le comité d'éthique et de déontologie nous a posé des questions. Moi, je me rappelle même qu'on m'a demandé, mais vous étiez dans ce CTS-là, lorsqu'on a donné 2 rapports favorables, et lorsque un autre candidat a eu 2 rapports négatifs, lui, on l'a inscrit, on n'a pas inscrit celui qui a eu 2 rapports positifs. Alors, qu'est-ce que vous avez dit, vous? Moi, qui ne suis pas mis en cause, on m'a posé cette question. Mais qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai dit, moi aussi, vous savez, je n'ai pas fini mon parcours. Je dois être professeur titulaire. Et c'est les mêmes qui vont me juger. Et ils me regardent. J'ai beau dire, oui, mais j'étais en minorité d'ailleurs, je l'ai dit, mais j'étais en minorité, je leur ai expliqué ça. Mais le problème, c'est que les regards étaient fixés sur moi. Ton tour viendra. Et mon tour est arrivé. Et il y a eu aussi des représailles, n'est-ce pas? Parce que, pourquoi vous voulez défendre ci ou ça? Ah bon? C'est votre problème? Oui, c'est cela, la raison là-bas. Alors donc, vous dites qu'ils n'ont pas été écoutés. On les a invités. On nous a tous invités. Et que c'était témoins facile. Comme... Oui, et ils sont arrivés. Ils ont refusé de prendre la parole. Ils étaient même accompagnés par des avocats
comme peut-être celui que vous allez recevoir ici, d'un jour à l'autre, et les avocats leur ont conseillé de ne pas y aller. Je suppose que c'est les avocats, parce que si vous avez acheté peut-être les billets d'avion, vous êtes parti, vous êtes allé dans vos hôtels, et c'est justement le jour où on doit vous écouter que vous partez avec des avocats. Ils sont partis, on a voulu les écouter, ils ont refusé. Ils ont dit que c'est qu'on doit les écouter ensemble. Or, ensemble, qu'est-ce que ça signifie? Ensemble, en groupe. C'est-à-dire, on ne peut pas les écouter individuellement. Ils veulent tous s'asseoir avec leurs avocats et non, le comité d'éthique et de déontologie a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons des tests. C'est individuellement qu'on vous écoutera. La faute est individuelle. Même s'il y a eu des complicités, c'est quand même, on répond de sa faute soi-même, pas en groupe. C'est pas une affaire de groupe. Donc, on leur a dit cela. Ils sont sortis, ils ont appelé la presse à Ouagadougou, ils ont fait une conférence de presse, etc. etc. C'est pourquoi les sanctions, vous verrez très bien qu'ils disent dans les sanctions circonstances aggravantes que ces gens-là se sont moqués du comité d'éthique et de déontologie. Ils n'ont pas voulu siéger, ils n'ont pas voulu être écoutés, ils n'ont pas voulu accepter la contradiction. Parce que les autres qui sont invités aussi, c'est pour leur apporter la contradiction. C'est pour dire non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Ah, voilà, écoutez celui-ci. Ce qu'il dit de vous? Alors, ils ont refusé parce qu'ils savaient certainement, je suppose, ils savaient que ça n'allait pas, même si on les écoutait, peut-être qu'ils n'allaient peut-être pas. Professeur Gbagbo, dites en regardant droit dans la caméra à nos téléspectateurs, si éventuellement ceux-là se rendaient disponibles, l'avocat avec, vous pouvez tenir les propos que vous venez de tenir, à savoir qu'on les a invités, ce sont eux qui ont décliné l'offre. Vous savez, contraire à ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Pourquoi dois-je mentir aujourd'hui si je ne mentais pas avant sur votre... Qui plus est à la télé. À la télé, oui. C'est pas possible. Mais ils nous écoutent certainement. Donc, ce sont eux ils qui sont ont arrivés. On leur a envoyé des billets d'avion. Ils ont pris l'avion, ils sont arrivés là-bas, ils ont été logés à l'hôtel par le CAMES. Donc ils ont passé de bons mois à l'hôtel, ils sont venus. C'est pourquoi ils sont venus. Voilà, c'est cela. Sérieux? Ils sont retournés, bon, maintenant ils vont saisir les juridictions. En tout cas, les téléspectateurs vous prennent à témoin, et chez téléspectateurs, nous ferons ce qu'il faut pour avoir les concernés ou avocats sur ce plateau pour comprendre un peu plus ce qui s'est joué. Alors qu'il nous est parvenu que ceux-là n'ont pas pu être écoutés, on n'a pas fait l'effort de les écouter, et nous est, à contrario, parvenu. Oui, si vous lisez les sanctions, vous allez voir, ils ont défié le CAMES, ils ont nargué les instances du CAMES, ils ont fait une campagne de presse contre le CAMES. Tout ça, c'est dans les sanctions. Ça n'a pas été occulté. Alors, donc, c'est ça qu'ils appellent défier le CAMES. C'est ça qu'on appelle narguer les instances du CAMES, le comité d'éthique et de déontologie. C'est ça la campagne de presse qui a suivi sur le CAMES, pour dénoncer le CAMES. Tout cela a été fait à Ouagadougou, le siège même du CAMES. Alors, vous voyez que c'est vraiment une circonstance aggravante. On vous dit, venez, parlez. Les tests ont dit, vous devez être écoutés. Allez-y, on vous écoute. Ils refusent de ne pas parler. Parce qu'ils savent que c'est tellement grave ce qu'ils ont fait. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un jour, on aille jusqu'à ce point-là. Parce que c'est pour la première fois, évidemment que c'est historique, comme disait tout à l'heure le professeur Topanou. C'est pour la première fois que des professeurs, à ce niveau-là, voulaient être sanctionnés. Ils savaient que tout ce qu'ils faisaient, les complots des rapporteurs, le réseau de passeurs, des torpillages, c'est des choses, c'est des réalités, c'est des faits réels auxquels j'ai assisté, je vous l'ai dit. Vous sentez là? C'est réseau de passeurs. Mais c'est ce qu'on lit dans les sanctions. Et c'était vrai. Vous savez, il y a un cas de Sénégalais qu'on ne voulait pas, parce qu'il paraît qu'il aurait dit qu'il avait cité les meilleurs publicistes de l'Afrique, de l'Ouest. Il n'a pas cité leur nom. Alors, ils n'étaient pas contents. Donc, le gars, lorsque le professeur a présenté son dossier, ils se sont entendus, un au Togo, l'autre en Côte d'Ivoire, pour torpiller justement son rapport. Et les rapports étaient les mêmes. Celui du Togo envoyé à celui de la Côte d'Ivoire, et ils ont fait la même chose. Ils ont la possibilité de se concerter. Ah, mais c'est interdit par les tests. C'est interdit, mais malheureusement... Justement, j'ai lu ce point, et c'est ça qui m'étonne, quand vous dites qu'ils ont pu se concerter. Oui, bien sûr. Parce que le monsieur n'avait pas cité leur nom comme les meilleurs, comme l'un des meilleurs, ou parmi les meilleurs publicistes en Afrique. Alors c'est tout, ça suffit pour que le monsieur soit voué aux gémonies. On a tout fait. Heureusement d'ailleurs que les Sénégalais, et ça, je tire le chapeau pour les Sénégalais. Ils veillent sérieusement, n'est-ce pas, à la promotion de l'heure. Et ça a été constant. Mais au Bénin, au Togo, c'est le contraire. C'est le contraire au Bénin, au Togo. Il faut plonger
le monsieur, parce qu'il est du Nord, parce qu'il est de ceci, parce qu'il est de cela, parce qu'il n'est pas de notre écurie, parce que ci ou ça. Alors, le Sénégalais, le doyen du Sénégal était là, et une première année, on l'avait rejeté son travail. Qu'est-ce que le doyen dit? À la deuxième année, il a dit non, écoutez, moi, je ne suis pas d'accord, parce que tel rapport et tel autre rapport sont les mêmes. Et effectivement, le jury a demandé... Point pour point, le jury a demandé à voir, et on a vu. Sur place, on a dû désigner d'autres rapporteurs sur place pour examiner le travail. Là, ça sent le roussi. Ah oui. En tout cas, au nom de ceux ayant pris... Oui. Il y a pire. Vous ne m'avez pas me fait oublier ma question pour vous, allez-y. Ah, c'est pour moi la question. Donc posez-la et je vous réponds. Non, allez-y pour le pire. Je pose ma question. Il y a pire. C'est que vous avez des collègues parmi ces gens-là qui exigent des collègues femmes qu'elles viennent coucher avec eux avant de les passer. Des droits de cuissage. Pour ça, ils ont recalé la collègue. C'est une Burkinabé dont ils connaissaient très bien le mari, qui est également un collègue. Et pour ça, pendant 3 années de suite. On voit ça en milieu politique. C'est inacceptable. Vous comprenez alors pourquoi l'affaire était suffisamment grave pour qu'à un moment donné, le CAMES décide de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis finalement, ils sont en train de s'agiter après avoir été sanctionnés. Et même ce débat, on aurait dû l'avoir avant les sanctions. Mais ils ne pouvaient pas l'accepter. En tout cas, Victor Topano, vous êtes de ceux qui ont pu saisir leur plume pour essayer d'expliquer cette situation qui ressemble quand même à une situation de pourriture qui ne dit pas son nom. Ce n'est vraiment pas bon à entendre. Mais alors, si on a appris que les concernés n'ont pas été invités, ce que vous avez démenti avec des démonstrations ici, nous étions tous convoqués, il nous est aussi parvenu, par contre, que vous, avec votre plume à Seb, on n'a pas pu vous inviter non plus. On s'est contenté plutôt de ce que vous avez écrit, entre autres. Qu'en est-il exactement? Non, j'y étais. Nous étions tous invités. Vous y étiez? Oui, en avril, j'y étais. J'ai été entendu. Vous comprenez pourquoi ils font que de la désinformation? Et c'est peut-être là aussi une petite parenthèse. L'une des plaies de notre démocratie, une certaine presse. Je ne dirais pas comme le président Soglo des écrivaillons, mais des gens qui sont juste incapables de chercher à avoir la contradiction. Ils relatent des faits qui engagent 2 parties, voire plusieurs parties. Ils n'écoutent qu'une partie à qui ont dû garantir pour une petite enveloppe. Et ils écrivent. Mais comment on peut dire que je n'ai pas été convoqué? Comment on peut dire que je n'ai pas été... Comment vous imaginez un seul instant que la commission d'éthique, qui statue sur une requête formulée par un collègue, ne soit pas entendue? Nous sommes allés le même jour, on avait le même type de billets, on nous a mis dans des hôtels différents, mais pour la même période, pour la même durée. Donc, j'y étais. Vous y étiez. C'est la première fois que j'entends ça. À cette question, oui, il y a des informations qui nous parviennent, non? C'est pourquoi ces plateaux éclairage, c'est comme ça on l'a appelé décryptage. Merci aussi pour la disponibilité, une fois encore. Mais autre chose que nous avons appris, Victor Topano, pour sanctionner à ce niveau, là, on est heureux d'apprendre que c'est au niveau du Conseil des ministres que les décisions sont prises. Ça ne concerne pas directement le secrétaire général. Non. Heureux de l'apprendre. Mais alors, il faut des preuves tangibles. Il paraît qu'il n'y avait pas de preuves. Quand on a fouillé, des preuves n'existaient pas. Qui a dit ça? Ça, c'est des informations qui ne sont pas venues. On a fouillé pour savoir. Les universités concernées, on a été même interpellé des bases de données. Il n'y avait pas de documents. Et vous croyez que tout le Conseil des ministres, 19 ministres africains, qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucun respect, qui n'ont aucun amour propre, accepteraient d'aller sanctionner sans aucun fondement? Et vous y avez cru? Il y avait des documents. Je vous rappelle une fois de plus que seul le Conseil des ministres sanctionne. Seul le Conseil des ministres sanctionne. Et vous n'imaginez pas un Conseil des ministres représentant 19 États membres, un ministre qui vient sanctionner son collègue, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères du Togo, sans aucune preuve matérielle. Mais non. Pour ne rien trahir, entre autres preuves qu'on a pu exhiber. Par exemple, de faux certificats d'inscription. Il y en avait? Oui. Bah ouais. Si vous voulez, je vous l'envoie par WhatsApp. Ah bon? Oui. Oui. Mais ils ont été capables de faire du faux. Ils ont fait du faux et usage de faux. La fausseté, c'était par rapport à la signature? Par exemple, un certificat sans aucune en-tête officielle. Non, ne dites pas ça. Mais je vous l'envoie par WhatsApp dès qu'on descend du plateau. Sans en-tête? Sans en-tête. Et ils ont été capables de mettre dans un dossier pour
cacher le fait qu'ils étaient pris à défaut sur les années d'inscription de ces personnes-là. C'est pour ça que vous n'imaginez quand même pas. La commission d'éthique, je vous ai dit, c'est des professeurs chevronnés. Ils n'ont même pas notre âge, ils sont beaucoup plus anciens que nous. Ensuite, validés par un comité des experts, désigné par les différents ministres des 19 États membres. Et le tout, enfin, validé par le Conseil des ministres. Et vous croyez qu'il n'y a pas un seul ministre dans le coin? On veut comprendre c'est pourquoi. On se rappelle, mesdames, messieurs, la nuit a été très longue à Cotonou. Avant que ces décisions ne tombent, on s'est dit qu'il se passait certainement des choses, peut-être des arrangements. Eh bien, on est arrivé à ces conclusions-là. Lorsqu'on parle de plagiat, vous n'allez pas nous dire que ce n'est pas de preuves. Il y a des plagiats. Les concernés ont dit qu'ils n'ont jamais plagié. Bon, oui, écoutez, ils n'avaient qu'à aller le dire devant la commission d'éthique et de déontologie. Pourquoi ils ne sont pas allés là-bas? Il y a eu des fraudes. Est-ce qu'ils avaient besoin d'un avocat pour se défendre par rapport à une accusation de plagiat? On vous dit que vous avez copié quelqu'un. Vous avez besoin d'un avocat, c'est encore plus sûr. Enfin, peut-être quelqu'un d'autre a copié et a mis mon écriture. Franchement. Commencez déjà par montrer au niveau de la commission d'éthique. Et puis après, si ça nécessite d'aller plus loin, vous y allez. Encore quelques minutes, me dit-on, on va se séparer. Je ne vais pas vous laisser partir, Victor Topalou, sans une question. Ils sont nombreux à vouloir le savoir. Dans ces affaires, le tribunal de première instance de Cotonou devrait vous écouter. Ah oui, pour diffamation, c'était le thème exact, procès reporté. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Alors, il faut savoir que cette affaire a commencé depuis plus d'1 an. Et au départ, ce n'était qu'un simple article de journal que j'avais écrit pour dénoncer un certain nombre de ce que j'appelais malfaçon, voilà, des exagérations. Et oui, je l'avais intitulé « L'intellectuel kamzien et l'éthique ». Voilà. Et ceux qui se sont sentis concernés ont porté plainte pour diffamation. Diffamation, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait des dénonciations qui seraient mensongères. Et donc, la procédure veut que, quand vous êtes accusé de diffamation, vous apportez les preuves de ce que vous avez dit, ce qu'on a fait. Donc, c'est la procédure qui est en cours. Malheureusement pour eux, le CAMES est passé avant la fin de la procédure, mais la procédure au tribunal suit son cours. Il n'y a aucun problème. Bon, a priori, s'ils avaient un peu de décence, ce que je ne crois plus, c'est qu'une fois sanctionnés par le CAMES, ils devraient mettre fin par eux-mêmes à ces procédures de diffamation, parce que la diffamation du CAMES est encore beaucoup plus importante que celle dont on m'accuse. Moi, je n'ai fait qu'écrire, et seuls ceux qui ont lu ont su ce que j'ai dit. Mais là, le CAMES a sanctionné, franchement, c'est tout le monde entier qui est au courant, ce ne sont pas mes seuls lecteurs. Donc je pense qu'il vaut mieux pour eux savoir où ils vont. Plus de peur que de mal pour vous, c'est cela? Oui, moi je n'ai aucune inquiétude. Moi je ne dis que ce que je sais, c'est dont j'ai les preuves. Oui. À ce niveau-là, justement, pour montrer que c'est des gens, je dirais, sans foi ni loi, ils déposent une plainte pour diffamation et ils ne viennent pas au tribunal. Ils laissent le procureur, le juge s'en charger. Mais c'est pas normal. Si vous pensez que dans votre honneur, vous êtes atteint, c'est à vous de venir devant le juge. Ils ne sont jamais arrivés. Ils se replient derrière les avocats pour dire allez, l'avocat va partir pour les défendre. Le temps est complètement parti. Frasque au sein du CAMES, déchéance programmée ou crise de maturité, c'est la grosse interrogation au cœur de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Alors, Barnabé Gbagbo, si vous devez trancher par rapport au thème, que diriez-vous? Non, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas une déchéance programmée. Il n'y a pas non plus de crise en tant que telle. Nous avons dit que c'est le CTS droit et sciences politiques qui est concerné. Et nous espérons que ces sanctions-là qui ont été observées, qui ont été données par le comité d'éthique et de déontologie, confirmées par les experts et le Conseil des ministres, enfin les ministres des Affaires, la ministre des Renseignements supérieurs de nos pays, j'espère que ces sanctions seront exécutées et que ce sera un exemple, n'est-ce pas, pour les futurs membres de CTS, de CTS, droit et sciences politiques, de savoir que désormais on ne peut plus tout faire. Merci à vous, votre conclusion. Moi je dirais 3 petites choses. D'abord, circonscrire le mal. Ça n'est pas le CAMES qui est atteint, c'est l'un des CTS qui a été atteint. Deuxièmement, il y avait un réseau à détruire. Ça a été fait. Tant mieux pour le CTS. Désormais, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Et troisièmement, féliciter quand même nos politiques. Et aussi le secrétaire général.
parce que pour une fois, ils ont eu le courage de leurs actes. Merci à vous, Victor Tokpano. Merci également à vous, Barnabé Bago, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour cette émission destinée à apporter un peu plus de lumière sur la polémique autour de la crise au niveau du CAMES. Pour les sachants, il ne s'agit pas de crise, il s'agit de nettoyage systémique. Les médecins diront un genre acétomie pour pouvoir permettre à ce que le corps se porte mieux. En tout cas, demain, c'est un autre jour pour un autre plateau pour vous aider à mieux comprendre ce qui se joue, l'avenir de nos États à travers l'instance pourvoyeur de tête pensante. 100% Bénin, je vous remercie pour nous avoir suivis. Nicolas Boileau pour vos compagnies. L'ignorance vaut mieux qu'un savoir affecté. Bonne méditation chez vous. À très bientôt. Au revoir.